Vous écoutez Radio Inside dans la voiture en rentrant du boulot ou peut-être à la maison. Tout de suite, c'est Pyrénées Sport Local. Il est 19h. PSL, Pyrénées Sport Local, tous les lundis, 19h-20h. Retrouvez toute l'actualité sportive du Béarn sur Radio Inside. 19h-20h, résultats, analyses, interviews, invités. Tous les sports à tout niveau sont dans Pyrénées Sport Local. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Inside 99.8 à Pau. Je m'appelle Xavier Gros-Claude et je suis là pour vous accompagner jusqu'à 20h avec toute mon équipe des sports. Thomas Ginesta est là, salut Thomas. Salut Xavier, salut à tous. On salue également Quentin Marais, salut Quentin. Salut Xavier, salut tout le monde. Et à la réalisation de cette émission, Franck Payanav, salut Franck. Salut Xavier, salut tout le monde. Et nous accueillons tout de suite notre invité de ce soir, il s'agit de Denis Badi. Bonsoir Denis. Bonsoir à tous. Denis qui est l'organisateur de la Féminine de Pau qui aura lieu ce dimanche 8 novembre à Pau. On en parlera bien sûr, ça sera le gros chapitre de cette émission dont je vous présente le sommaire tout de suite. Dans quelques instants, juste après la pub d'introduction dont vous avez l'habitude maintenant, on parlera du Pau FC avec David Vigne, l'entraîneur du Pau FC par téléphone tout à l'heure, qui reviendra sur la défaite des Palois face à la réserve de Nice. 3-2 ce week-end, ça vient mettre un terme à la belle série du Pau FC en championnat. Le Pau FC qui reste tout de même leader du championnat de France amateur. On y reviendra donc dans quelques instants. Aux alentours de 19h10, 19h15, on fera donc ce focus sur la Féminine de Pau qui a lieu dimanche 8 novembre à Pau avec Denis Badi, l'organisateur de cet événement. On parlera bien sûr de la section paloise, du billard handball, de l'élan béarnais. Je vous donne quand même tous les résultats. La section paloise qui s'est inclinée lourdement du côté d'Oyonnax sur le score de 42-23, c'était samedi. Le billard handball qui a perdu à Dijon 33-28. Et l'élan béarnais après un match complètement fou qui s'est imposé face à Nancy 108-104. Deux prolongations dans cette partie. On y reviendra et on entendra notamment en fin d'émission les sons, les enregistrements de conférences d'après-match. Éric Bartécheki, l'entraîneur de l'élan béarnais, Will Yeguet et également l'entraîneur Alain Weiss, l'entraîneur de Nancy, qu'on écoutera donc en fin d'émission, et les différentes rubriques que vous retrouvez maintenant chaque semaine. Vous avez l'habitude, vous qui nous écoutez sur Radio Inside. À 19h30, c'est présenté par Thomas. Il s'agit du journal du sport local avec beaucoup d'actualités aujourd'hui. Thomas, on a du foot, du basket, du rugby, plein de choses encore. Plein de choses, même un petit mot tennis avec Jérémy Chardy notamment. C'est super Thomas, donc rendez-vous pour toi à 19h30 et en fin d'émission, on retrouvera aussi Quentin avec sa rubrique Parions sport local. Sur quoi on va parier aujourd'hui Quentin, pardon? Sur du basket et du rugby avec Le Mans et Béarnais et section paloise Agen, tout ça ce week-end. Voilà, vous savez tout sur le sommaire de cette émission. Avant de passer la pub, je vais laisser la parole à Franck qui va nous parler un petit peu du côté réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous pouvez interagir avec nous pendant toute l'émission. Et c'est ça qui est bien parce que l'ordi est juste à côté de moi, donc je vous ai à l'œil. Pour envoyer vos questions, pourquoi pas à Denis par rapport à la féminine ou à David Vigne par rapport au Pau FC. C'est simple, c'est sur Twitter, @InsidePSL. Par Facebook, vous pouvez également passer facebook.com/PSLInside, ou vous pouvez également passer par téléphone au 05 59 84 02 16. Merci beaucoup Franck, on va se retrouver donc dans quelques instants juste après une première pub pour rentrer dans le vif du sujet avec notamment le Pau FC et la Féminine de Pau. A tout de suite sur Radio Inside. Pyrénées Sport Local revient avec Glisten Bike, 11 avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie à Lons sur Radio Inside. Salut, c'est David Vigne, l'entraîneur du Pau FC. Tous les lundis, j'écoute Pyrénées Sport Local sur Radio Inside. Résultats, analyses, interviews. Toute l'actualité du Pau FC sur Radio Inside. Et l'actualité du Pau FC, on en parle tout de suite et justement avec David Vigne que vous avez entendu il y a quelques instants, qui écoute toutes les semaines Pyrénées Sport Local et qui est encore avec nous ce soir. Bonsoir David. Bonsoir. Donc merci d'être avec nous à nouveau dans Pyrénées Sport Local. David, on va revenir sur le match de ce week-end, la défaite du Pau FC sur la pelouse de la réserve de Nice, 3-2. Un match compliqué pour le Pau FC où il a fallu faire avec certains absents, notamment sur le secteur offensif. Ça s'est pas très bien goupillé pour les Palois. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette rencontre? Eh bien oui, ça s'est pas très bien goupillé au vu du résultat, mais bon, sans vouloir me cacher derrière les absences, les joueurs qui étaient sur le terrain ont fait le job. On a réalisé un match que je qualifierais de bon, voire très bon. C'est un peu paradoxal, mais c'est vrai que ce qui penchait en notre faveur sur les derniers matchs, aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Alors là, si je reviens un petit peu en arrière sur Libourne, il y a un penalty oublié, on prend un but sur les frappes contrées. Et puis là, c'est un peu pareil. L'arbitre fait basculer le match sur le deuxième but niçois qu'il accorde alors qu'il y a et main et hors-jeu. Donc, et il le reconnaît, qu'il y a main. Donc bon, c'est un peu difficile à accepter. Se rajoute à ça des erreurs individuelles qui gâchent un petit peu le très bon contenu du match et vraiment
vraiment les joueurs ont répondu à mes attentes sur ce match, qui a été un match de très bon niveau et que l'on aurait pu gagner. Donc voilà, il faut pas s'arrêter au résultat, même si c'est important, mais ça a été somme toute un très bon match et il faut s'appuyer dessus. David, t'attendais avec impatience d'affronter des réserves de club pro. Est-ce que tu es optimiste pour la suite vu le match que tu as vu ce week-end? Oui, c'est un peu ça, voilà, c'est un peu la teneur de mes propos. J'ai vu une équipe paloise qui assume quelque part sa situation au classement et qui même sur un match de haut tableau comme l'équipe niçoise, voilà, on a joué, on a pris le ballon, on a fait le jeu, on s'est tenu assez haut sur le terrain. Bon, ça n'a pas payé sur ce match-là. Ça avait payé à Colomiers par exemple, ça avait payé à Bergerac également en Coupe de France. Et là, ça n'a pas payé. Maintenant, on a encore des progrès à faire dans différents compartiments du jeu, notamment sur la maîtrise de nos nerfs peut-être, sur la patience également. Mais c'est bien, ça pointe du doigt encore des progrès à faire dans certains domaines. Donc on va s'attacher à travailler là-dessus. Et puis David, finalement, c'est pas si dramatique que ça d'un point de vue comptable, puisque le Pau FC est toujours leader avec 3 points d'avance sur la première équipe non réserve pro, à savoir Toulon, et un match en plus d'ailleurs par rapport à cette équipe-là, et 4 points d'avance sur le prochain adversaire des Palois, à savoir Mont-de-Marsan. Oui, en effet, oui. 3 et 4 points avec un match de moins, justement, par rapport à eux. Donc, encore des points à prendre sur eux. Bon, c'est ce que je disais aux joueurs au début de saison. Il fallait savourer nos différentes victoires et qu'elles nous serviraient sans aucun doute quand on serait un peu moins bien. Là, je parle d'un point de vue comptable. C'est le cas. Il n'y a rien de catastrophique. Mais bon, comme je disais, le classement aujourd'hui, c'est très tôt pour le regarder à la loupe. C'était le cas quand on était devant, quand on gagnait. Aujourd'hui aussi, c'est bien d'avoir un petit matelas de points, mais c'est encore pas très significatif. Ça le deviendra assez rapidement d'ailleurs quand on jouera ces équipes-là. Ce seront des confrontations directes. Voilà, le premier gros bilan, on pourra le faire dans quelques matchs, mais c'est toujours bien de ne pas perdre trop de points, même quand les résultats sont pas là. À nous de suite samedi repartir de l'avant, puisque là c'est pour le coup une confrontation directe, c'est un match qui selon son résultat pourra avoir une grosse importance. David, Jordi Pellure et Christ Bical, qui sont 2 jeunes attaquants beaucoup plus régulièrement alignés en équipe B, marquent les 2 buts du Pau FC et ont d'ailleurs incarné un jeu qui était très offensif, porté vers l'attaque, que ce soit à 0-0 ou à 3-1. Donc au-delà de l'aspect symbolique qu'est l'efficacité de 2 attaquants jeunes samedi soir, ça signifie surtout que le Pau FC peut justement compter sur des joueurs de la réserve pour des gros matchs qui n'ont pas peur de se montrer, notamment quand, comme tu l'as dit au début d'intervention, il y a beaucoup de blessés. Oui, ça c'est évidemment pour moi une grosse satisfaction et j'ai envie de dire il était temps parce que Jordi notamment a quand même eu pas mal de temps de jeu et il a tardé à prouver son efficacité. Chris Bical a eu moins de temps de jeu, mais le fait qu'il marque, c'est bien, ce sont des signes forts. Pour tout le monde, pour le club, pour le groupe aussi, pour les joueurs un peu plus expérimentés qui eux les voient à l'entraînement et peuvent sentir qu'on peut leur donner notre confiance, mais ils avaient du mal à le prouver un peu en match. Bon, voilà, là ça a été fait sur un match au sommet entre guillemets, comme il était qualifié. C'est très bien. Maintenant, il faudra répéter ce genre de performance, notamment dès samedi où Chris Bical aura certainement du temps de jeu encore. Il faudra qu'il démontre qu'il peut faire mieux que ce qu'il a fait à Nice. Jordi Pellure malheureusement est suspendu, donc il se rajoute aux absents. Mais bon, moi je crois toujours dans ces jeunes, dans tous les joueurs qui composent ce groupe. Et c'est bien qu'ils renvoient un petit peu l'ascenseur quelque part en étant performant et efficace. Il ne faut pas s'arrêter là, hein. C'est un match, il y a encore beaucoup de matchs à venir avec certainement un groupe qui va tourner au vu des suspensions et des blessés. Donc encore une fois, on a besoin de tout le monde. Et à eux d'être performants et efficaces pour me démontrer qu'ils peuvent prétendre
avoir encore plus de temps de jeu à ce niveau-là. Merci beaucoup David Vigne d'avoir été avec nous ce soir dans Pyrénées Sport Local et on espère donc une réaction des Palois à Mont-de-Marsan samedi à 19h. Merci à vous. Voilà, c'était David Vigne, l'entraîneur du Pau FC. Donc le Pau FC qui reste maintenant sur 2 défaites consécutives après l'élimination en Coupe de France la semaine dernière face à Libourne. Très rapidement un point sur le classement. Le Pau FC qui est donc toujours en tête avec 26 points, à égalité de points avec la réserve de l'OGC Nice qui vient de les battre. Et derrière, juste pour vous dire quand même que cette défaite n'a pas eu tellement d'importance, en tout cas sur le plan comptable. L'équipe qui est 3e, à savoir Toulon, a fait match nul à l'extérieur, à Marignane partout. Tout comme Mont-de-Marsan qui est à la 4e place, qui a fait un partout du côté de Tarbes qui est en bas de tableau. Donc pas d'incidence énorme au classement du côté du Pau FC. Un sportif, un club, un événement, un fait marquant. Le Zoom des Pyrénées Sport Local. Le Zoom de Pyrénées Sport Local est consacré cette semaine à la féminine de Pau avec Denis Badi, son organisateur, qui est avec nous ce soir. Encore merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Denis, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Qui es-tu, Denis? Que fais-tu dans la vie? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Je suis le président du club universitaire palois Omnisport, l'association sportive qui gère et qui organise la féminine de Pau. Et parallèlement à ça, je travaille à la mairie de Pau. Je suis directeur du service petite enfance et vie scolaire. Très bien. Est-ce que tu es un amateur de course à pied à la base ou pas du tout? Ah oui, tout à fait, puisque j'ai été international d'athlétisme sur 800 mètres dans les années 85-90 au sein du CUP. Et donc je n'ai jamais lâché le milieu de la course à pied en faisant ensuite des compétitions un peu plus longues en allant jusqu'au marathon. Venons-en maintenant à la féminine de Pau. Avant de parler de l'événement qui arrive ce week-end, si on revient un petit peu sur l'historique de cette féminine de Pau, depuis quand est-ce qu'elle existe déjà? Combien il y a eu de différentes éditions en automne, au printemps? Alors, est-ce que tu peux nous présenter tout ça? Ce sera la 8e édition de la féminine de Pau, puisque depuis sa création en 2012, nous avons décidé dès le début de faire deux manifestations par an, une au printemps et une en automne. Donc ça sera la 4e féminine d'automne, mais la 8e féminine de Pau en tout. Voilà, c'est un concept qui a commencé il y a longtemps avec des courses à pied qui avaient lieu à Bordeaux pour la Bordelaise, à Pau pour la Paloise, où nous étions, nous les chevilles ouvrières, à 90%. Et depuis 2012, c'est le CUP à 100% qui organise ce genre de manifestation. Comment t'es venue cette idée de la féminine? Est-ce que c'est les autres villes qui t'ont inspiré ou c'est une idée qui est venue comme ça par toi-même? Alors au tout début, c'est Franck Lestage qui est un ancien sauteur en longueur du CUP qui a fait les Jeux Olympiques à Barcelone en 1992, qui avait lancé la Bordelaise et qui nous avait dit au bout de 3 ans ça devrait fonctionner sur Pau, ce sont des courses super sympas. Et donc nous l'avons accompagné sur la Paloise. Après, pour des motifs extra-sportifs, la Paloise est morte de sa belle mort. Et puis nous savions qu'en tant qu'association sportive, nous étions capables d'organiser ce genre d'événement en lui donnant une touche vraiment locale. Et je pense vraiment que c'est la façon dont nous avons créé la féminine de Pau qui fait le succès, puisqu'on a peu de publicité, c'est le bouche à oreille, et qu'en 3 ans, nous sommes devenus la 2e manifestation sportive sur la voie publique dans les Pyrénées-Atlantiques, derrière l'ouverture des fêtes de Bayonne. Et nous sommes largement la plus grosse manifestation féminine de tout le sud-ouest. Quand je dis sud-ouest, c'est de Nantes à Montpellier, puisque que ce soit la Bordelaise, la Toulousaine, c'est beaucoup moins de coureuses que Pau. Voilà, donc sur un bassin de population 5 fois moins grand que Toulouse ou Bordeaux, nous faisons bien mieux. Et c'est dû dès le début à notre organisation avec 2 féminines par an. C'était des demandes des femmes de s'entraîner, pas seulement pour une manifestation, un one-shot comme on dit, mais voilà, de pouvoir avoir 2 rendez-vous dans l'année. Et puis, il faut le dire, pour le prix d'inscription qui est minime par rapport à ce qu'on voit dans les autres courses, on leur donne énormément de cadeaux. Il y a une super ambiance, un début de course avec un échauffement Zumba, voilà, une serviette de qualité à l'arrivée, un t-shirt généralement qui vaut beaucoup plus cher que le prix de l'inscription. Voilà, et puis une convivialité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Donc l'idée c'est aussi de créer un événement dès le départ, un événement différenciant en mettant en avant le sport féminin avec justement cette manifestation exclusivement réservée aux femmes. Voilà, tout à fait. On a à peu près 105 à 110 courses dans le département qui sont ouvertes aux hommes et aux femmes, mais le
problème, c'est que même la meilleure d'entre elles, dans les courses, elle finit 5e, 10e, 15e. On ne la voit jamais franchir la ligne d'arrivée avec personne devant. Donc on a tiré rapidement les meilleures de la région, sans qu'il y ait de lot. La première n'a pas plus de lot que la dernière arrivante. Donc on a quand même toujours eu les meilleures de la région, qui pour une fois, la foule s'ouvrait à son passage. Elle était devancée que par les motos ou les vélos de l'organisation, et donc elle pouvait avoir un triomphe pour elle-même. Et derrière ça, dans les courses mixtes, eh bien, on peut considérer que la population masculine ne fait pas très attention aux concurrentes féminines, et donc elles se retrouvaient souvent loin derrière ou un peu délaissées. Nous, vraiment, elles sont au cœur du système, et elles de la meilleure à la moins bonne, à la marcheuse émérite ou à la coureuse qui débute, elles ont toutes leur place au centre de l'échiquier. J'allais justement en venir à une question en lien avec ce que tu disais. Que recherchent les participantes? C'est chercher à courir entre amis? Est-ce que c'est vraiment chercher la compétition, le dépassement de soi? Il y a j'imagine, un petit peu tout ce public. Tout à fait. Alors nous, on a aussi innové dans ce domaine en Aquitaine. C'est-à-dire que quasiment à chaque fois, après la course, nous faisons un sondage Internet auprès des concurrentes, et on a de l'ordre de 60 à 70% de réponses. Donc c'est vraiment un panel très représentatif. On leur demande par exemple la couleur du t-shirt de l'année suivante, mais dans leur choix de venir à la féminine, il y a d'abord le premier critère, c'est la convivialité entre filles. Vraiment, c'est le critère qu'on retrouve. On n'est pas embêté par les hommes. La rue est à nous. Quel que soit notre niveau, il n'y a pas de compétition entre nous. Le deuxième critère, c'est la solidarité. C'est-à-dire que nous, depuis le début, nous affichons ce que nous donnerons à une association. Nous donnons le chèque en direct, contrairement à beaucoup de manifestations qui disent une partie des bénéfices sera reversée. Moi, je me bats contre ça, parce qu'une partie des bénéfices, ça peut être 1% des bénéfices. On ne connaît jamais les bénéfices. Nous, la Féminine de Pau, nous avons dès le vendredi sur place une roue qui vous montre exactement, quand vous donnez 12 €, eh bien, tout ce qui va à l'organisation, tout ce qui va à l'organisation sur place. Voilà, nous sommes partisans de dire aux gens, quand vous donnez 10 € ou 12 € ou 15 € à une manifestation, où va mon argent? Parce que si vous faites 10 € l'inscription, mais que l'organisateur s'en garde 8, moi je ne pense pas que ce soit une bonne organisation. Nous, sur 12 €, généralement, on arrive à avoir un bénéfice de 2 000, 3 000 € qui va entièrement à l'école d'athlétisme du CUP. Il n'y a pas de fâcherie là-dessus. Voilà, donc c'est la convivialité, le geste de solidarité, le fait de pouvoir se remettre au sport. Nous, on a dès le début refusé l'idée de faire, par exemple, un départ course, un départ marche. Parce que ça veut dire qu'a priori, les femmes doivent décider avant, je vais courir ou je vais marcher. Nous, on les fait partir tout en même temps, et donc une femme peut choisir de courir 6 km, mais aussi pour une qui n'est pas très entraînée de courir 3 km, de courir 1 km, de remarcher un peu, et donc c'est ce qui fait que on l'a vu les filles être accros à cela, commencer à venir à la Féminine de Pau pour marcher, et puis l'année suivante essayer de courir un petit peu, et puis qui finissent maintenant à la 8e édition par courir entièrement. C'est notre leitmotiv, et c'est pour ça qu'on est bien placé dans le sport santé en Aquitaine. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès quand tu as commencé cette aventure, ou est-ce que le nombre croissant de participantes au fil des années bat toutes tes espérances au départ? Oui, alors personnellement, moi je rêvais un jour d'avoir 2000 femmes au départ, puisque j'avais été voir la Bordelaise avec nos amis de Bordeaux, et il y avait 3200 concurrentes à Bordeaux, donc en faisant le ratio, on se disait 2000 à Pau, ce serait exceptionnel. On a atteint ce chiffre dès la deuxième année. Si vous regardez bien, il n'y a pas plus de pubs depuis 3 ans pour la féminine, on est toujours sur les mêmes pubs, on arrose la place de Verdun, on en met un peu dans les bus d'Idélis grâce à notre partenariat, on va chercher sur Orthez ou Laurent un petit peu, mais sans publicité, on est arrivé à 3500. C'est énorme, et donc on le doit vraiment au bouche à oreille. Là, la préfecture nous a autorisé 3500 inscrites, on aurait voulu 3500 participantes. On va voir cette semaine si on peut faire changer les choses, parce que depuis hier, on est très embêtés
de devoir refuser 5, 10 ou 50 inscriptions à des femmes. Ce ne sont pas les meilleures de la région qui s'inscrivent au dernier moment. On a eu un appel aujourd'hui d'une dame qui faisait de la chimiothérapie, qui voudrait courir. Donc on va essayer d'avoir un tout petit peu plus d'inscrites, sachant qu'on a toujours 200 femmes à peu près qui ne viennent pas au dernier moment pour des raisons de climat ou de problèmes dans la famille. Donc voilà, nous, c'est au-delà de nos espérances. Par contre, on est calibré comme une grosse course. C'est-à-dire qu'à des endroits un peu plus dangereux que d'autres, à certaines intersections, vous le verrez dimanche pour ceux qui viendront, il y a à des moments 5 signaleurs pour le même carrefour. Personne ne peut faire autant que nous, et donc on voudrait vraiment qu'il y ait un peu plus de possibilités pour nous d'exprimer cela. On a une grosse demande des dames. On tient absolument à rester au centre-ville de Pau parce que c'est un endroit magnifique. On passe par les rues piétonnes, on passe par le château, on passe par le Palais Beaumont, par le boulevard des Pyrénées 2 fois. Les filles en raffolent. Ça ne nous intéresse pas pour le moment de faire le tour de l'hippodrome ou d'avoir un départ et une arrivée au Zénith. Donc voilà, on sait que notre organisation peut supporter plus de 3500 inscrites. On pense qu'on pourrait prendre jusqu'à 3600 femmes d'ici dimanche. Et moi, ça me fait mal au cœur de devoir refuser 40 ou 50 inscrites au dernier moment. Justement, Denis, on va s'appuyer sur les données chiffrées qui sont assez explicites, puisque en ce qui concerne le nombre d'arrivées pour les féminines de automne, pour 2012 c'est 1223, pour l'année suivante 2423, pour l'année dernière 2822, et donc là 3500 inscrites. Donc on le voit, il y a toujours plus de participation. C'est une satisfaction pour vous, mais surtout aussi une motivation pour l'année suivante. Et si je peux me permettre de rajouter une petite question, quelle est la différence entre le nombre d'inscrites et le nombre d'arrivantes ? Il y en a qui se perdent pendant le parcours ou est-ce que c'est oui, voilà, qui se désistent ? c'est notre dilemme à nous, c'est que effectivement 3500 inscrites, on sait très bien que si on arrête à 3500 inscrites, on aura à peu près 3300, 3350 arrivantes. Oui, ce qui reste plus que 2014 du coup. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on avait 3452 inscrites en avril, on avait 3228 arrivantes. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont les femmes qui, au dernier moment, malgré la puce, le dossard, le t-shirt, ne viennent pas. Il peut y avoir un problème dans la famille ou tout d'un coup être malade. Voilà. Les arrivantes que vous avez citées, c'est vraiment au niveau électronique, toutes les femmes qui ont passé l'arrivée. Voilà, parce que nous sommes calibrés, nous avons exactement le même chronométreur que le marathon de Paris. Les femmes ont maintenant d'ailleurs depuis 2013 leur temps officiel puisque nous avons mis un tapis électronique au départ. Donc c'est pour rassurer beaucoup de femmes qui disent « Ah oui, mais moi je suis au fond, et donc quand il y a le coup de pistolet, je ne passe la ligne de départ que très longtemps après. » Mais qu'elles se rassurent, leur puce électronique ne se déclenche que sur la ligne de départ. Donc voilà, on a très peu de pertes, on a peut-être une dizaine de femmes qui prennent le départ mais qui n'arrivent pas à l'arrivée parce que c'est quand même 6 km de plat. Et donc voilà, la différence entre les inscrites et les arrivantes, ce sont les 200 femmes qui au dernier moment, pour une raison X ou Y, ne peuvent pas participer à notre événement. Une dernière question Thomas avant la pub. Est-ce que ce succès de la féminine vous te donne d'autres projets avec le CUP ou tout seul personnellement ? Alors, le CUP est quand même le deuxième club d'Aquitaine, on le dit peu, mais le deuxième club d'Aquitaine en course à pied. Nous avons quelqu'un que vous pourriez inviter un lundi, puisque nous avons le meilleur coureur de 100 mètres d'Europe en cadet, Florian Barbier, qui a gagné les championnats de France en étant cadet 1, et qui en équipe de France a gagné le championnat d'Europe. C'est quelqu'un de phénoménal. On a aussi beaucoup de champions. On a à peu près 350 inscrits. Nous développons dans le sport santé. Nous sommes les seuls à avoir 2 salariés qui sont autorisés par la CPAM à délivrer du sport de sport santé dans le coin. Voilà, donc sur la féminine, nous ce qu'on espère c'est avoir un peu plus de latence de la préfecture pour contenter les dames qui viennent. Notre objectif c'est pas de faire 4000 en 2016, mais c'est que les 3500 qui seront là, ou les 3550 si l'on peut, qui seront là dimanche, sous le soleil, alors là on est très contents, soient heureuses. Voilà, qu'elles soient 800 ou 3500, notre objectif, nous, c'est qu'elles passent un bon moment. On ne doit surtout pas oublier les 500 à 600 enfants qui viendront gratuitement courir dimanche matin également. On va marquer une courte pause dans Pyrénées Sport Local et se retrouver dans quelques instants. On va continuer à parler de la féminine de Pau et à 19h30, vous retrouverez le journal du sport local avec Thomas. À tout de suite. Pyrénées Sport Local revient avec Glisten Bike, 11 avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie à Lons sur Radio Inside.
De retour sur Radio Inside pour Pyrénées Sport Local, toujours en direct comme chaque lundi entre 19h et 20h. Je suis toujours en compagnie de Thomas, de Quentin, de Franck et de Denis Badi, organisateur de la Féminine de Pau. On y revient dans quelques instants d'ailleurs à la Féminine de Pau, mais pour l'heure il est 19h30 et 19h30 ça veut dire que c'est l'heure du journal du sport local. Le journal du sport local, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité sportive du Béarn. On commence par le foot avec l'AB du Pau FC qui s'est imposé 2-1 à Mérignac en DH. En DHR, le Liberne qui a pris un carton à domicile, 6-0 par Saint-Jean-de-Luz. Oloron a battu Essine 4-1. Orthez a gagné à Tartas 4-1 également. En PH, l'Esman a battu Seignos 2-0, c'était samedi soir. Les Bleus sont inclinés à Florac 2-1. L'Escar a perdu à Martignas 3-2. Et Lons, je vais laisser Quentin en parler, ce qu'il y était hier, a gagné Bourbaki 5-2, Quentin. Exactement, victoire logique des Lonsois qui lancent leur saison après 3 défaites d'affilée, tandis que pour Bourbaki, c'est un coup d'arrêt puisqu'il restait sur 2 succès consécutifs. En rugby, c'était le gros derby entre Mauléon et Oloron en Fédéral 1. C'est Mauléon qui s'est imposé 16-14. En Fédéral 2, Orthez a battu Montauban 18-11. En Fédéral 3, Bizanos est allé faire match nul à Aramis 19 partout. Et Polon a gagné Barcus 27-25. En basket, en National 1 féminine, Orthez s'est imposé face à Brive 60-47. Xavier, Pau Nord-Est, c'est pour toi là, en National 2 masculine. De mémoire, c'est un score de 84-77 face à l'ES Gardone, une équipe d'Ordogne, si je dis pas de bêtises. Un match qui a été compliqué pour l'équipe de Pau Nord-Est. Ils ont quand même mené au score quasiment du début jusqu'à la fin, mais ils se sont fait très peur dans le dernier quart-temps. Ils étaient à plus 13 et ils se retrouvent à la fin à voir l'équipe adverse revenir à seulement 4 points. Ils s'en sont bien sortis, on va dire, au final. En M3 féminine, Mourinx a pris une petite raclée à Mousse 81-53. En volleyball, la N3 féminine, victoire des Fleurs de Pau et de Gers 3-7-0. Défaite de l'Escar à domicile contre Mérignac 3-7-1. En National 3 masculine, victoire de Mespet contre Clermont 3-0. Et dernier petit résultat de handball, les N2 féminines avec la victoire de Borde à Montluçon 26-15. Et juste un petit mot des Masters 1000 de Paris-Bercy qui sont ouverts aujourd'hui. Et Jérémy Chardy qui affrontera demain une wildcard, c'est un duel franco-français avec Lucas Pouille. Donc un premier tour qui est quand même dangereux. Oui, sachant que le vainqueur de ce match joue derrière le japonais Kei Nishikori, donc un tableau, on va dire, assez compliqué pour le tennisman palois. Compliqué, ouais. Compliqué. Lucas Pouille qui avait fait un bon tournoi, je ne sais plus où, il y a 1 ou 2 mois. Donc là il a perdu 16 places. Merci pour cette précision. Thomas. C'est de souvenir. Et il est 65e mondial, je crois, Lucas Pouille. Mais c'est un premier tour qui est dangereux pour lui quand même. Merci Thomas pour le journal du sport local. Juste avant de revenir à la Féminine de Pau, je vais redonner la parole à Franck qui va nous rappeler comment on peut faire pour nous contacter pendant l'émission sur les réseaux sociaux ou par téléphone. Eh bien les réseaux sociaux c'est toujours les mêmes. Le petit oiseau bleu c'est Twitter, c'est sur Inside PSL. La lettre F en majuscule entourée de bleu c'est Facebook, facebook.com/PSL Inside. Ou peut-être l'objet que vous avez dans votre main, votre téléphone, et bien vous composez le 05 59 84 02 16 pour nous contacter. Merci Franck. On revient tout de suite au sujet principal de cette émission, à savoir la Féminine de Pau qui aura lieu, je vous le rappelle, ce dimanche 8 novembre 2015, donc sur l'ensemble de la matinée. Justement, Denis, est-ce que tu peux nous présenter le programme de cette matinée ? Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Quelles sont les différentes animations qui sont proposées tout au cours de cette matinée ? Oui, tout à fait. Alors déjà, le samedi, nous serons au Palais Beaumont de 10h à 17h pour accueillir le maximum de femmes qui viendront chercher leurs dossards et leurs cadeaux, parce que c'est vrai que plus elles viennent le samedi, moins c'est tendu le dimanche matin. Tout commence à 9h30 le dimanche matin avec 3 courses enfants. La foulée des enfants qui est organisée par le CUP et par l'UCEP, l'Union sportive des écoles primaires, puisque c'est un peu là en novembre la fin du cycle long dans les écoles primaires pour les enfants, et on aura une course pour les 6-7 ans, une course pour les 8-9 ans, une course pour les 10-11 ans qui tourne autour du Palais Beaumont, autour du Parc Beaumont sur une distance de 950 mètres. Voilà, donc là, ce sont 3 courses qui ont lieu un peu comme les mamans, avec un échauffement en musique. Et puis, bien sûr, les enfants qui passent exactement la même ligne d'arrivée que leur maman ou que leur mamie. Ensuite, on commence à 10h30, 11h-20, l'échauffement collectif pour la féminine d'automne qui prend son départ à 11h. Alors, en avril, nous avions eu le bonheur d'avoir Monsieur François Bayrou qui avait donné le coup d'envoi de cette course marche, et dimanche, ce sera Éric Sobat, le maire adjoint chargé des sports, qui donnera le coup d'envoi à 11h précise.
Puis à midi et quart, la circulation est redonnée dans toute la cité paloise et nous entamons la remise des prix qui généralement se finit à 1h moins le quart. Et à 1h moins le quart, ce sera la deuxième fois que nous organiserons donc un repas convivial. Nous l'avons fait en avril et nous avons eu 650 repas dans la grande salle Henri Faisan. Donc c'est un repas que nous proposons tout bio, local, pour un prix très attractif. Et en avril, beaucoup de femmes étaient restées et c'était très pratique pour elles. Une seule contrainte, c'est qu'on ne peut pas vendre de repas le dimanche, donc au maximum vendredi. Il reste des places pour le repas, mais s'y prendre avant vendredi au siège du CUP. Juste un mot, Denis, sur le challenge inter-entreprise. On en discutait un peu tout à l'heure en antenne. Alors on va peut-être pas citer le nom des entreprises qui participent, mais c'est quelque chose qui a bien pris quand même du côté de la Féminine de Pau. Oui, tout à fait. Nous organisons donc 3 challenges entreprises suivant la taille de l'entreprise. Alors quand on parle des salariés, là c'est des salariés hommes et femmes. On a un challenge pour les entreprises de 10 à 100 salariés, un challenge de 100 à 400 salariés, un challenge de plus de 400 salariés. Et donc par exemple en avril, c'est l'INFREP qui a gagné dans sa catégorie, la sécurité sociale pour les entreprises moyennes et le centre hospitalier de Pau pour les grosses entreprises. Donc ces entreprises ont, grâce à leur victoire, une demi-page gratuite dans la plaquette programme de l'édition suivante. Et puis surtout, elles gardent pendant 6 mois le trophée qui ressemble un peu à un bouclier de Brennus, le trophée sur lequel elles sont inscrites. Et je sais par exemple au centre hospitalier de Pau que tous les 15 jours, ce trophée changeait de service entre le service maternité, le service pédiatrie et ainsi de suite pour que chacun en profite. Ils sont remis en jeu dimanche. On aura donc dimanche les 3 résultats. Il faut savoir que plus de 50 entreprises jouent le jeu et il faut être au moins 10. Et que maintenant, on a des grosses entreprises qui ont plus de 100 salariés qui viennent à notre challenge. Franck me fait signe, on a une question sur Twitter. Exactement, de la part de Mathilde qui fête son anniversaire aujourd'hui, donc on lui souhaite un bon anniversaire. Voilà, comme ça c'est dit, on lui fait plein de bisous pour son anniversaire, apparemment elle fête ses 20 ans, et donc qui nous pose une question, comment ça se passe au niveau de l'organisation justement de cet événement ? Alors, normalement, les filles sont déjà inscrites puisque tout s'est arrêté hier. Bon, on reçoit encore des chèques par la poste. Samedi, de 10h à 17h, les filles inscrites peuvent venir chercher leur dossard ou venir le chercher dimanche matin entre 7h30 et 9h, mais pas plus tard. Voilà. Ensuite, elles ont une puce électronique obligatoirement à mettre sur leurs chaussures. Le dossard en évidence puisque la rue nous est réservée complètement, mais il faut pour des raisons de sécurité et d'assurance avoir le dossard. Voilà, il y a des toilettes sèches sur place, surtout qu'elles y pensent. On a beaucoup de toilettes sèches, donc ne pas rentrer dans le Palais Beaumont pour aller aux toilettes obligatoirement. On en a à l'extérieur. Nous avons aussi un ravitaillement liquide et solide à l'arrivée. En plus, cadeau supplémentaire, les filles, dès qu'elles passent la ligne d'arrivée, on leur remet une serviette sur les épaules qui leur appartient. Voilà, pour les parkings, il y a énormément de parkings gratuits autour. Quasiment tous les parkings souterrains sont libres dimanche, sauf bien entendu le parking du Palais Beaumont qui sera pris d'assaut dès le début. Voilà. Nous, au niveau de l'organisation, on n'est pas inquiet avec les filles, on est plus inquiet avec le public, parce que le public a tendance à vouloir absolument être sur la ligne de départ pour voir les filles, et sur la ligne d'arrivée pour soutenir Mordicus ou sa femme ou sa fille ou sa compagne. Donc voilà, que le public se rassure, nous avons tout prévu, mais ce qui est bon pour les filles, c'est de les laisser à l'arrivée tranquillement, décompresser, passer la ligne d'arrivée tranquillement, aller au ravitaillement, discuter entre filles. Voilà, le public, s'il veut vraiment bien voir la course, il peut se placer place Clémenceau parce que il verra toute la rue Serviès et le retour de la rue Joffre. Voilà, mais on demande vraiment au public de laisser les filles sur l'aire de départ. Les filles n'ont pas besoin d'être accompagnées par leur conjoint. Voilà, c'est leur moment. Il y a beaucoup de monde, donc 3500 femmes. Il faut vraiment leur laisser la place au départ et à l'arrivée. Et on compte sur le public pour être un peu respectueux des consignes de sécurité. Denis, sur les réseaux sociaux et également sur le site internet, on a pu voir beaucoup de sujets finalement sur la manière de comment se préparer, comment gérer les efforts. On voit finalement qu'il y a une volonté d'accompagner les coureuses, d'idéalement les préparer, afin finalement peut-être de leur donner goût à ce sport qu'est la course à pied. On sent que vous voyez aussi peut-être plus loin que seulement sur l'instant T qu'est le jour de la course finalement.
Oui, tout à fait. C'est notre ADN depuis le début. On n'est pas là pour faire de l'argent. On n'est pas là pour avoir le maximum de filles. On est là aussi pour amorcer une pompe qui vraiment a bien pris. Et donc, depuis le début, on accompagne ça par des plans d'entraînement sur les 8 dernières semaines pour des débutantes complètes ou pour des confirmés. Par contre, cette année, nous avons créé aussi des rendez-vous de la féminine, 3 mardis de suite au centre Nelson Payou, où des spécialistes de la nutrition, des médecins sont venus, des équipementiers aussi. Voilà. Donc tout ça, c'est une volonté de notre part parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les femmes et les hommes aussi, mais les hommes le font peut-être plus spontanément parce qu'ils ont beaucoup d'occasions, se mettent ou se remettent au sport dans toutes les catégories. Et puis tant mieux si à terme, elles vont faire du badminton ou de la pelote basque. Voilà. On ne cherche pas des adhérentes. Voilà. On est dans un mouvement global et on pense que c'est très important pour notre société et on veut être un des acteurs de cette amélioration. Denis, encore une ou deux questions avant de passer à l'actualité du billard handball. Juste au niveau de l'organisation, justement pour rebondir sur la question qui a été posée par notre auditrice, ça représente combien de personnes en termes de bénévoles, en termes de sécurité? Il y a quand même, j'imagine, beaucoup de monde derrière cet événement. Oui, voilà. Alors ça, nous en sommes très fiers parce que depuis le début, nous avons mobilisé des bénévoles et nous ne sommes pas du tout en demande de bénévoles. On a de plus en plus de personnes qui viennent nous aider. Pourquoi ? D'abord parce qu'on pense avoir une bonne organisation, mais surtout parce que tout le dimanche matin, si vous venez, vous le verrez, ce ne sont que des sourires. C'est-à-dire que c'est vraiment une population, elles sont contentes de ce qu'on organise, elles sont contentes de la course, contentes du ravitaillement. Donc on a à peu près, dimanche matin, on aura 110 bénévoles sur place. On a des services de sécurité, grâce à la police municipale aussi. Mais à chaque carrefour, il y a 1 ou voire 2 bénévoles. Nous avons énormément de monde aussi sur la consigne. Gratuitement, on garde les affaires des filles. On a un ravitaillement énorme, c'est 450 bouteilles d'1,5 litre par exemple, c'est 200 kilos d'orange et ainsi de suite. Voilà, donc nos bénévoles viennent, certains travaillent depuis 4 mois, d'autres travaillent depuis 2 semaines. Là aujourd'hui, toute la journée, on a livré les entreprises, on va continuer à le faire jusqu'à mercredi. Donc voilà, c'est une réussite. Les 110 bénévoles vraiment sont très heureux de venir dimanche donner une partie de leur temps. On va dire juste un petit mot du billard handball avec peut-être le jingle. Je vois Franck qui nous le prépare. Il est prêt ce jingle? Il est prêt, il est chaud patate, il a plug. C'est parti. Voilà. Résultats, analyse, interview, toute l'actualité du billard handball sur Radio Inside. Très rapidement, un mot sur le billard handball qui a perdu ce week-end à Dijon, 33-28. L'incidence au classement pour le billard handball qui était 2e avant cette journée, c'est que le billard handball passe à la 6e place avec 21 points. Et la particularité de ce championnat de France de Pro D2, c'est qu'on va retrouver les 10 premières équipes qui se tiennent en 3 points. Un championnat très serré, Thomas. Très très serré, voilà. C'était pas un match qui était primordial pour le billard, même si c'était affronter le 3e Dijon. Voilà, ils avaient fait le boulot à domicile face à Besançon et Saran. Voilà, donc il faut rebondir comme ils ont pu le faire lors de leurs 2 premières défaites. Prochain rendez-vous pour le billard handball, ce sera face à Ponto Combo qui a battu Besançon d'ailleurs ce week-end. Et Ponto Combo qui est le nouveau leader de ce championnat. Besançon qui est un petit peu en chute libre depuis la défaite à Billard d'ailleurs. Ils sont sur 2 ou 3 défaites. Dijon, pardon, excuse-moi Xavier. Dijon, pardon, oui, effectivement, oui, pardon. Merci de me corriger et de suivre le classement. Merci Quentin. Avec plaisir. Non, un gros choc pour Billard. Voilà, on espère la même issue que face à Besançon. Voilà pour l'actualité du billard handball, ça a été très vite traité. On aura l'occasion d'en reparler du billard handball dans les prochaines semaines. Vous qui êtes à l'écoute, on recevra d'ailleurs des joueurs du billard handball dans les prochaines semaines, ici même dans les studios de Radio Inside. On va remercier bien sûr Denis Badi pour sa participation à cette émission aujourd'hui. Vous restez bien sûr avec nous parce qu'on est encore là jusqu'à 20h et on va parler notamment de la section paloise et de l'élan béarnais. Le tout en un quart d'heure, on va y arriver, on va se débrouiller. Donc on va donner quand même la parole à Denis pour un dernier mot. Merci à toi donc d'être venu aujourd'hui. On espère et on croise les doigts pour qu'il fasse beau dimanche parce que ça c'est j'imagine quelque chose de très important aussi quand il y a des semaines et des semaines de préparation et d'organisation. On espère évidemment que le jour J, le beau temps sera de la partie. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour conclure, Denis ? Oui, le beau temps, on l'aura, puisque hier soir j'ai annulé l'attente qui devait être sur le podium pour protéger les officiels, parce qu'on va avoir un très beau temps samedi et dimanche. Donc que les filles viennent contentes, pas trop tard, qu'elles fassent attention aux horaires, qu'elles se préparent bien, et surtout pas la peine de courir samedi pour s'échauffer pour dimanche. C'est dimanche la compétition, et qu'elles aient le sourire, qu'elles continuent, et ça vraiment ça nous porte bonheur à nous aussi.
Et si on veut vous contacter, on peut vous retrouver sur un site internet, peut-être sur une page Facebook. Qu'est-ce que vous proposez au niveau de l'organisation de cet événement ? Et nous avons tout ça. Nous avons la page Facebook avec plus de 1200 suiveuses. Et puis le site internet de la Féminine de Pau, où là, vous allez avoir les dernières consignes aux concurrentes. On peut encore inscrire des enfants. On peut inscrire les enfants jusqu'à vendredi. Par contre, malheureusement, on ne peut plus inscrire de femmes pour la Féminine d'automne de dimanche. Merci beaucoup Denis Badi d'avoir été Merci avec nous. vous. On va marquer une petite pause dans Pyrénées Sport Local. On se retrouve dans quelques instants pour parler de la section paloise, de l'élan béarnais et bien sûr pour Parions Sport Local avec Quentin en fin d'émission. A tout de suite sur Radio Inside. Pyrénées Sport Local revient avec Gliss Bike, 11 avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie à Lons sur Radio Inside. Résultats, analyses, interviews, toute l'actualité de la section paloise sur Radio Inside. 19h46 sur Radio Inside, c'est toujours Pyrénées Sport Local jusqu'à 20h. On va parler tout de suite de la section paloise, mais avant je crois que Thomas voulait faire un mea culpa, c'est ça ? Oui, je vais laver mon honneur puisque j'avais bien raison. Donc Lucas Pouille avait fait un très bon ATP 500 à Hambourg. Il avait notamment sorti Roi de Monaco sur terre battue, qui est quand même pas n'importe qui, et Benoît Paire. Donc voilà, donc il a été sorti en demi-finale par Fonini. Voilà, c'était tout à l'heure quand on parlait de tennis, évidemment, pour resituer un petit peu le contexte. C'est l'adversaire de Jérémy Chardy au Lucas Masters Pouille, 1000 de Paris-Bercy. Exactement. Voilà, donc on ferme cette parenthèse tennis et on revient au rugby, parce que là aussi, l'heure est grave à côté de la section paloise. La section qui a pris une belle correction du côté d'Oyonnax ce week-end, c'était samedi 42-23. Ça se complique un petit peu pour la section paloise qui va affronter le week-end prochain le SU Agen, le choc des mal classés, on va dire. C'est le match entre le 13e et le 14e. Quentin, un petit mot sur la section paloise, cette défaite à Oyonnax. On s'y attendait peut-être pas, en tout cas pas avec un si large écart. Non, pas avec un si large écart, c'est sûr. Après, Oyonnax a été très réaliste, il faut dire ce qui est. Mais on a vu quand même du mieux sur la performance de la section, notamment au niveau des fautes. 9 contre 17 côté Oyonnax. Un problème T'es sûr de mêlée. toi là sur le Oyonnax. C'est Oyonnax, c'est ce que j'ai entendu. Ah, Je vais chercher ça sur Wikipédia, attention. dessus, Non, parce mais que au là- niveau rugbyman, c'est Oyonnax. D'accord. Attends, je me suis pas abonné à Rugby Plus pour rien. Hein. Et non, le problème de la mêlée qu'on a vu face à Brive qui a été un petit peu réglé. Par contre, en touche, on a vu un lancer qui était très très souvent désaxé. Mais bon, moi, je reste quand même pas optimiste pour la suite, mais moins pessimiste que la personne qui est en face de moi et qui va prendre la parole. Ça le fait rire, Thomas, ça tout le de fait rire. suite. Là, voir des choses positives sur ce match, j'en ai très peu eu. La touche a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Pas un bon lancer. En mêlée, ça a été mieux que face à Brive, mais bon, on pouvait pas faire pire. Hein. La semaine dernière, il n'y avait pas eu du tout de conquête. Je crois de souvenir, il n'y a pas eu de carton jaune. Je crois que c'est Pas eu de carton jaune, c'est un exploit. C'est un Ouais. exploit, je crois. Mais pour autant, ça n'a pas permis de gagner. Hein. Ah non, mais ça veut dire que voilà, ça veut dire ce qu'il en est, c'est que la section, même avec un 15 contre 15, voilà, c'est quand même très difficile. Il y a une première mi-temps, ils sont absents, ils prennent un essai au bout de 2 minutes, il y a déjà 10 points d'écart au bout de 15 minutes. J'ai une intervention, je suis sur Wikipédia, donc... Alors, les habitants d'Oyonnax, pour la culture générale, Voilà, hein, ça peut tant être qu'à faire, intéressant. ça peut servir. Alors, c'est les Oyonnaxiens. Par contre, les rugbyman, c'est les Oyomen. Donc, Bravo. il avait Voilà. raison, Bravo. voilà. Voilà, ça, je voulais juste dire ça, vas-y. Franck, cette coupure d'intervention va se payer très cher. Mais écoute, venant d'un perdant, Un perdant oui, les paris, mais on en On parle y dans quelques reviendra- minutes. on y On va reviendra en tout à parler. l'heure. Non, mais voilà. Au Paris, on va... Mais non, mais donc comme je disais, des points positifs sur ce match, j'en vois quand même très très peu. Et je suis quand même assez inquiet parce qu'il y avait un bilan de 3 victoires, 3 défaites, je crois, ou 2 victoires, 2 défaites avant la trêve. Et là, c'est quand même 3 défaites d'affilée. Donc, on compte pas de Serre de Clermont au pire parce que c'était quand même Clermont. Mais Brive à domicile et Oyonnax à l'extérieur, qui sont quand même 2 adversaires principaux pour le maintien, ça commence à faire lourd dans les valises de la section. Ce que je vous propose pour la section paloise, c'est qu'on en reparle un petit peu plus longuement pas le week-end prochain, lundi prochain, évidemment, dans Pyrénées Sport Local, parce qu'on a quand même une grosse page basket avec le Oui. match assez exceptionnel de ce week-end. Juste quand même pour dire qu'au niveau du classement, la section paloise, comme je vous le disais tout à l'heure, est à la 13e place avec 9 points et qu'on a 6 équipes qui se tiennent sur un espace de 3 points avec toutes ces équipes qui ont 2 victoires et 5 défaites. On a La Rochelle, on a Castres, on a Oyonnax, on a le Stade Français, la section et Agen. Donc ça va bouger certainement dans ces classements-là et ça bougera déjà dès samedi soir avec le match entre la section paloise et Agen. Ce sera samedi à 18h30 au Stade du Hameau. Un rendez-vous à ne pas manquer. Résultats, analyse, interview. Toute l'actualité de l'élan béarnais sur Radio Inside. L'élan béarnais et le basket, ça sera la dernière page de cette émission juste avant le Parions Sport Local présenté par Quentin tout à l'heure en toute fin d'émission.
Match totalement fou, Franck, au Palais des Sports, samedi soir. L'élan béarnais a battu Nancy, mais que ce fut dur pour l'élan béarnais, qui a connu des hauts et des bas dans ce match, et qui l'a emporté après 2 prolongations. C'est quand même assez incroyable. J'ai envie de te dire que c'était même carrément chaud patate, Voilà, pour être... allons-y, soyons fous. pour avoir suivi le match en tribune. Mais c'est vrai que on a vu l'élan arriver très confiant. Une équipe de Nancy sans défaite, sans victoire plutôt. Et c'est vrai que j'étais avec un collègue qui vient de Nancy et qui m'expliquait que Nancy était très bon sur les 2 premiers cartons. Et après, c'est à partir du 3e que ça se casse la figure. On a vu un petit peu ça, mais c'est vrai que Nancy a essayé de sauver les meubles. On l'a vu, dès le 3e carton, à la fin du 3e carton, donc l'élan béarnais arrive à passer devant avec un 67-64, mais à la fin du 4e carton, c'est le drame, 88-88, donc prolongation. Surtout que les Nancéens marquent quasiment au buzzer sur la dernière possession de balle. C'est exactement ça, c'est qu'on est arrivé à l'égalité 10 secondes avant, donc c'était un peu chaud. Et après, prolongation, du coup, encore égalité 95-95. Et puis donc, le score final, 108-104, avec une énorme blessure pour le côté de l'élan béarnais. Heureusement, j'ai envie de dire, ça va mieux, apparemment. Voilà, donc pas si énorme que ça, finalement, C'est la Bocolo, blessure, voilà, Yannick Bocolo qui a passé... Mais sur la le nuit. coup, c'est surprenant, Voilà, parce qu'il ne bougeait plus. Ouais, la donc, faute était voilà. impressionnante, il était Assez totalement... impressionnant, ouais. Il aurait perdu connaissance quelques instants. Ouais, ça se voyait, il ne bougeait plus. Mais il a très vite rebougé, heureusement. Voilà, il a passé la nuit en observation, la nuit de samedi à dimanche, et là ça va beaucoup mieux. Il a annoncé sur son Twitter tout à l'heure, et heureusement pour lui d'ailleurs, pour Yannick Bocolo. Et l'élan béarnais, donc on va élargir un petit peu. On va dire que cette victoire fait du bien, mais est-ce que c'est réellement quelque chose de positif de voir que l'élan béarnais galère autant à la maison face à une équipe qui certes n'est peut-être pas à sa place, mais qui n'a pas gagné le moindre match depuis le début de la saison? C'est bien au niveau comptable, mais sur le match, s'ils ont une autre équipe en face avec 15 points de retard à la mi-temps, ils ne reviennent pas. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. L'élan fait une première mi-temps pas super face à Strasbourg. Ils reviennent à 3-4 points à la mi-temps. Là, ils sont menés de 15 points à la mi-temps, c'est ça? Ou 45-32? Je sais plus. 14 points, je crois qu'il y a à la 14 points à la mi-temps. de Si c'est pas Nancy en face, ils reviennent pas. Donc voilà, donc il faut se poser des questions sur cette équipe. Largement défait à Paris-Levallois. Là, contre Strasbourg, bon, c'était une défaite également. Voilà, il faut se poser quelques... Je suis un petit peu inquiet quand même. J'étais assez optimiste en début de saison, là je suis un petit peu inquiet. Mais après, on est qu'au mois d'octobre. Et je confirme, à la mi-temps, c'était 49-35. Donc c'était bien, 14 bien ça. points d'écart, 14 points. Ouais. Si c'est pas Nancy en face, je pense que c'est défaite pour l'élan. Alors juste avant d'écouter les réactions d'après-match recueillies en conférence de presse par les soins de Franck samedi soir après le match de l'élan béarnais, on écoutera notamment le coach Eric Barteceki et Will Yeget, c'est ça, si je dis pas de bêtises, Franck. Exactement. Voilà, juste avant ça, je voudrais quand même qu'on se focalise sur un chiffre dans ce match, c'est le nombre de points marqués par Michael Thompson, qui a éclaté tous les records, ou presque, de l'élan béarnais. 41 points pour Michael Thompson, qui certes a joué les 50 minutes, mais c'est quand même un score assez énorme et qu'on voit plutôt en NBA qu'en Pro A. C'est vraiment un énorme record, hein, Thomas. Ça fait depuis 1996 ou 97 qu'il n'y avait pas eu autant de points marqués par un joueur de l'élan béarnais. Antonio Graves. 96. Voilà. Antonio Graves qui avait marqué 40 points, je crois, de mémoire face au Mans. Et une évaluation totale pour ce même Michael Thompson de 44. Il a fait un 13 sur 13 au lancer franc, très gros match. 11 sur 19 au shoot, il prend 5 rebonds, il fait 5 passes décisives, c'est vraiment très costaud. Il a provoqué 8 fautes, ça aussi c'est quand même assez notable du côté du joueur de l'élan béarnais, et c'est quelque chose qu'on pouvait attendre aussi de lui cette saison, à ce rôle-là. Je pense que Eric Barteceki peut remercier Thompson, parce qu'après derrière je crois que le deuxième marqueur palois c'est Ensaris. C'est ça, avec 16 points. Alors voilà, donc bon. Il peut le remercier grandement, il a fait un gros match, mais bon, c'est lui aussi qu'on attendait peut-être l'an dernier à l'élan, où il n'y avait pas de meneur, et c'est peut-être ce meneur-là que l'élan attendait aussi cette année. Allez, Eric Barteceki, on l'écoute tout de suite, c'est l'interview d'après-match réalisée par Franck. L'équipe de Nancy est une très bonne équipe, hein. Elle pourrait avoir 3 ou 4 victoires, elle les aurait pas volées, et voilà, ça dénoterait toute la qualité de cette équipe-là. Malheureusement, comme il n'y a que les victoires qui comptent, on a l'impression que cette équipe-là, elle est pas bonne parce qu'elle a 6 défaites, mais c'est pas le cas du tout. Et nous, on a encaissé beaucoup de points, et ce qui est un petit peu gênant sur la première mi-temps, c'est pas le fait d'encaisser les points, c'est parce qu'il y a du talent en face, c'est la façon dont on les encaisse, parce que là, on n'est pas dans nos règles, et quand on commet des erreurs comme ça, on est sanctionné tout de suite par la qualité des joueurs en face. Et ça, c'est un point sur lequel il faut qu'on s'améliore, parce que de prendre des paniers, parce que les joueurs ont du talent sur face à face, ou sur des... Ça, on peut l'accepter, mais quand on commet des erreurs, ça non, donc moins déjà. Donc, et surtout qu'on constate que quand on est à peu près dans nos règles, on stoppe pas tout, mais on enlève déjà des points. Donc ça, c'était un peu gênant à la mi-temps. Par contre, il faut quand même mettre en avant le courage, la combativité,
l'état d'esprit de l'équipe pour être revenu en étant à la mi-temps à moins 14, je crois. Ça, c'est quand même à mettre en avant. Je le constate comme vous, et ça, c'était très frustrant de voir d'avoir des lay-ups, des shoots qui semblent faciles, plus en dessous le cercle. Autant on a raté sur beaucoup de joueurs, sur Will, sur JK, sur Lance, sur énormément de joueurs. On jouait pas mal en première mi-temps, on était à 3 balles perdues, si je me rappelle bien. Par contre, on avait 7 sur 17 dans le secteur intérieur, donc on était allé 17 fois à l'intérieur, ce qui n'était pas mauvais à la mi-temps, mais on avait marqué que 7 paniers, donc on en avait raté 10, et 0 sur 8 à 2 points extérieurs. Donc ça, c'est terrible. Ça donne d'autant plus de possibilités à l'équipe derrière d'avoir des possessions pour marquer. Et eux, à l'inverse, si je me rappelle bien, ils avaient déjà marqué 8-3 points, hein, c'est ça, en 3 points, donc c'était vraiment terrible. Et c'est pour ça qu'on a pensé aussi qu'en deuxième mi-temps, en restant combatif, on pouvait revenir, parce que il y avait des données comme ça qui étaient trop extrêmes des deux côtés. Voilà, c'était Eric Bartesheki, le coach de l'élan Béarnais après cette victoire, je vous le rappelle, sur le score de 108-104, score de NBA, mais il a fallu quand même 2 prolongations pour en arriver là, chose qui est assez rare en basket. On va regarder très rapidement les résultats de cette 6e journée de Pro A et le classement avant de passer au Parions Sport Local qui va clôturer cette émission. Les résultats avec la victoire d'une courte tête de l'Asvel face à Dijon 69-67, Rouen a battu Chalon-sur-Saône 92-87, Paris-Levallois a battu Nanterre 61-58, Le Mans, prochain adversaire de l'élan Béarnais, est allé en coller une belle à Chalon-Reims 92-65, victoire d'Antibes au Havre 84-81, Limoges a battu Cholet 80-55, l'élan Béarnais a donc battu Nancy 108-104, et enfin dernier résultat, Strasbourg a battu Monaco hier en match décalé 85-60. Il reste une rencontre à jouer qui aura lieu ce soir à 20h30 entre Gravelines, Dunkerque et Orléans. Au classement, l'élan Béarnais se retrouve à la 11e place avec 3 victoires et 3 défaites, soit autant que Dijon qui a également 3 victoires et 3 défaites, et en bas de tableau on retrouve Nancy et Le Havre avec aucune victoire et 6 défaites. Dijon 4 victoires et 2 défaites, Xavier. 3 victoires et 3 défaites à Dijon à l'heure actuelle. Tu confonds peut-être avec l'équipe de hand de la République s'est trompée alors. Et ben voilà, peut-être. En tout cas, le résultat officiel, c'est 3 victoires et 3 défaites pour Dijon. PSL, Pyrénées Sport Local, tous les lundis, 19h-20h. Retrouvez toute l'actualité sportive du Béarn sur Radio Inside. 19h-20h, résultats, analyses, interviews, invités. Tous les sports à tout niveau sont dans Pyrénées Sport Local.